On dit qu'une vie entière peut basculer en un instant. C'est ce qui m'est arrivé. Un voyage luxueux que j'avais organisé s'est transformé en un véritable drame. J'ai ouvert la porte et je suis entré dans une autre réalité. Ma femme me trompait avec quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est ce qui se passe après quand les traîtres sont laissés derrière et que la vie vous réserve de nouvelles surprises. Changer les serrures, bloquer les cartes, fermer des portes, rien de tout cela ne se compare à ce qui s'est passé ensuite. J'ai gagné bien plus que la tranquillité d'esprit. Et la trahison? Ce n'était qu'un mauvais rêve pour moi. Mais pour elle, elle restera gravée à jamais. Et ce qu'elle a eu à la fin? C'était quelque chose. Installez-vous, mes amis, je vais tout vous raconter depuis le début. Vous avez déjà rencontré quelqu'un et eu l'impression de le connaître depuis toujours? C'est ce que j'ai ressenti avec Claire. J'étais à Nice, en pause bien méritée après un gros chantier. Il faisait chaud au typique de la Côte d'Azur fin mai et j'étais installé au bord de la piscine avec une bière fraîche, essayant d'oublier les appels des clients et les retards de matériaux. C'est laquelle est arrivée, en maillot bleu, lunettes sur la tête, cheveux relevés en une queue de cheval négligée mais élégante. « Cette place est prise ?» a-t-elle demandé, désignant le transat à côté du mien. Je lui ai dit que non, et elle s'est installée comme si on se connaissait déjà. On a commencé à discuter, des banalités au début, comme font les inconnus quand le soleil tape et que les verres sont frais. Puis la conversation a pris de l'ampleur. On a découvert qu'on venait de la même ville, Dijon. Le monde est petit, non? On a parlé des heures. Ce soir-là, on s'est retrouvés pour dîner. Je me souviens qu'elle a commandé des gambas grillés et a précisé au serveur qu'elle ne voulait pas de riz, juste des légumes en plus. Elle voulait manger plus sain, qu'elle disait. Ces détails restent en tête, c'est drôle, quand ça compte. Les jours suivants, on était inséparables. Le café du matin devenait des balades sur la plage l'après-midi. Ce n'était pas une amourette de vacances. J'étais attiré par elle, pas juste intéressé. Elle était intelligente, belle d'une manière qui faisait tourner les têtes. On est resté en contact après notre retour. C'était facile. Pas de complications de distance, elle vivait à 15 minutes. On est sortis ensemble 3 mois. Court, oui, mais quand on sait, on sait. Je l'ai demandé en mariage un soir après un dîner chez elle. Sans bague, juste les mots. Elle a dit oui comme si elle attendait que je pose la question. On s'est mariés. Rien d'extravagant. Une cérémonie dans un jardin, à Dijon. On a dansé sur l'herbe sous des guirlandes lumineuses. Claire portait une robe blanche simple avec des manches en dentelle, pieds nus à la fin de la soirée. Je me souviens avoir pensé, c'est ça, le bonheur. Après la lune de miel, la vie a pris son rythme. Je gérais mon entreprise de construction aux cuisines, extensions, terrasses, ce genre de choses. Le travail m'occupait, mais j'étais toujours près de la maison. Claire voulait être femme au foyer. Elle aimait avoir du temps pour elle, rendre la maison chaleureuse. Je rentrais et sentais l'odeur du dîner au four, où j'entendais de la musique douce pendant qu'elle lisait sur le canapé. On ne se disputait pas beaucoup. Quelques tensions, bien sûr, mais rien de grave. Je pensais qu'on était solide. La vie était calme, prévisible. J'aimais ça. 4 ans après notre mariage, la maison d'en face a été vendue. Un jeune couple, Nicolas et Camille, s'y est installé. Lui travaillait dans la communication, quelque chose en rapport avec les marques. Camille était graphiste site web, logo, tout ce que je ne comprends pas. Ils avaient 5 ans de moins que nous, jeunes mariés, pleins d'énergie. Ils faisaient tout ensemble, jogging le matin, jardinage le week-end, cuisine à 2. On le voyait rien qu'en les regardant décharger leurs courses. On s'est tout de suite bien entendu. J'ai aidé Nicolas à monter un matelas à l'étage le 2e jour, et après, c'était facile de dire bonjour ou de les inviter pour un verre. Camille a apporté un gâteau aux noix une fois. Claire l'a tout de suite apprécié, disant qu'elle était, agréablement normale, pour une artiste. Je n'ai pas cherché à comprendre. Bientôt, on passait les week-ends ensemble au dîner, jeux de société, barbecue. Rien de sophistiqué. Juste une bonne entente de voisins. On avait l'impression de les connaître depuis toujours. Avec le recul, tout semblait vraiment à sa place. Mais les rêves, on ne sait jamais quand ils vont s'effondrer. Cette année-là, le travail marchait bien, tout s'alignait parfaitement.
À l'automne, j'avais plus de bénéfices que prévu. Ça faisait du bien. Je ne viens pas d'une famille riche, et diriger une petite entreprise, c'est souvent réinvestir la moitié de ce qu'on gagne, mais là, j'avais de la marge. Alors, j'ai fait un truc un peu fou pour moi. J'ai réservé un voyage surprise en Guadeloupe. Tout compris. 7 jours. 4 billets. À mes frais. Je l'ai annoncé à Claire un soir. Elle était dans la cuisine, préparant une salade. Je suis entré, lui ai tendu une confirmation imprimée avec le nom du resort et les infos de vol, et j'ai attendu. Elle a regardé, cligné des yeux, puis souri comme si elle doutait que je sois sérieux. « Tu as réservé la Guadeloupe ?» a-t-elle demandé. « Oui. »« Pour nous, et Nicolas et Camille aussi », ai-je répondu. « Tu disais toujours que tu voulais voir les plages là-bas. »« Eh bien, allons-y. » Elle m'a enlacé, disant que j'étais plein de surprises. Ce soir-là, elle a sorti des vêtements d'été et fait une liste de ce qu'il nous fallait. Camille a appelé le lendemain matin pour me remercier, la voix pleine d'excitation. Nicolas était plus posé, mais c'était son style. Je pensais que ça ferait du bien à tout le monde. Le vol était long, et je ne suis pas fait pour rester assis si longtemps, mais l'hôtel a tout compensé. Palmiers, eau turquoise, plats grillés à chaque repas. On avait des chambres communicantes, Claire et moi d'un côté du couloir, Nicolas et Camille en face. C'était parfait. Les premiers jours, on a nagé, fait des sorties en bateau, bu des cocktails aux fruits aux noms imprononçables. Claire aimait dormir tard, tandis que je me levais tôt pour aller à la plage avec un café. Camille était pleine d'énergie tout le séjour, toujours partante pour essayer quelque chose de nouveau. Nicolas restait près de la piscine ou du bar. Pas vraiment aventurier, mais je ne jugeais pas. Chacun ses vacances. Le 4e matin, Camille a proposé de la plongée sous-marine. J'y pensais déjà. Je n'avais jamais essayé, mais j'en avais envie. Claire a grimacé, disant que respirer sous l'eau, ce n'était pas pour elle. Nicolas a prétexté un problème d'oreille avec la pression. Pas grave, chacun son truc. Alors, Camille et moi avons réservé une plongée de 2 heures avec une équipe locale. Ils nous ont emmenés tôt, mais une fois équipés, les vagues se sont levées. Vite. Les guides ont annulé au courant trop fort, visibilité mauvaise. Pas grave. La sécurité d'abord. On est rentré en bateau, riant de notre allure en combinaison, comme des bonhommes Michelin. Camille a plaisanté en disant qu'elle porterait la tenue pour Halloween, en se faisant passer pour une otarie retraitée. À l'hôtel, le soleil était revenu. On est sorti de l'ascenseur, du sable encore dans les cheveux, riant à propos d'un éventuel remboursement. Camille a dit qu'elle allait se rincer et retourner à la plage. Je lui ai dit que je la rejoindrais plus tard. On s'est fait un signe amical et on est entré dans nos chambres. En ouvrant la porte, quelque chose clochait. La clim ronronnait, les rideaux étaient à moitié tirés. La pièce n'était ni sombre ni claire. Mon sac était là où je l'avais laissé. Le lit était visible par l'arche. Et puis je les ai vus. Claire et Nicolas. Dans le lit. Nicolas était sur le côté, face à elle. Sa main à elle était sur son épaule, sa tête relevée comme en pleine conversation. C'était comme entrer dans une scène de film que je ne voulais pas voir. Mon premier réflexe a été de penser que je me trompais. Que ce n'était pas réel. Qu'il y avait une explication. Mais il n'y en avait pas. Leurs visages m'ont tout dit avant qu'ils ne bougent. Claire s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés. Nicolas s'est redressé comme s'il avait été électrocuté. Les draps ont bougé. Mes pieds sont restés cloués. Mes mains se sont serrées, et pendant une longue seconde, je n'entendais qu'un sifflement dans mes oreilles. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis resté là, essayant de comprendre comment j'étais passé d'une balade sur la plage à ça, à regarder ma femme et mon voisin dans un lit d'hôtel à l'autre bout du monde. J'ai fini par faire un pas. Puis un autre. Claire a attrapé le drap comme si ça pouvait effacer quelque chose. Nicolas a bafouillé des mots que je n'ai pas enregistrés. Tout semblait au ralenti, comme si je regardais à travers une vitre épaisse. C'est quoi ce bordel? C'est ce qui est sorti de ma bouche fort, sec. Ma voix s'est cassée à mi-chemin, résonnant dans la pièce comme si elle ne m'appartenait pas. Claire a sursauté comme si j'avais lancé quelque chose. Nicolas a attrapé le drap, comme si la pudeur allait arranger les choses.
Claire était déjà à moitié sous la couverture, essayant de se cacher comme une ado surprise en train de fuguer. Son visage était blême, sa bouche s'ouvrait et se fermait sans un mot. « Ce n'est pas ce que tu crois », a-t-elle bafouillé. « Vraiment, Claire ?» Nicolas a marmonné quelque chose, la voix tremblante, mais je n'ai rien capté. Mon sang bouillait. J'avais l'impression que la pièce tanguait sous mes pieds. Et puis la porte derrière moi s'est ouverte violemment. Je me suis retourné juste à temps pour voir Camille dans l'embrasure. Elle avait dû m'entendre crier. Elle a jeté un coup d'œil dans la pièce et s'est arrêtée net. Ses yeux se sont écarquillés, et pendant une demi-seconde, elle n'a rien dit. Puis elle a sorti son téléphone. Je n'ai même pas pensé à l'arrêter. Elle l'a tenu fermement, a pris une photo, puis a enclenché l'enregistrement. Silencieuse. Calme. Sous le choc, mais pas effondrée. Sa main ne tremblait même pas. Elle a filmé peut-être 10 secondes assez pour faire passer le message puis a éteint et m'a regardé. « On y va » a-t-elle dit. Maintenant. Pas de cris. Pas de scène. Juste ces mots. Et la façon dont elle les a dit? Ça a fait-il dans ma tête. Je n'ai plus dit un mot à Claire ni à Nicolas. Pas attendu d'explication ou d'excuses. Je suis passé devant Camille dans le couloir. Elle a suivi, fermant la porte derrière elle. Dans sa chambre, elle a fait les 100 pas pendant une seconde pendant que je m'appuyais sur le bord de la table, essayant de me calmer. Ma tête était comme une ruche ouverte. Un mélange de rage, de honte, de confusion. Camille semblait tenir par un fil, mais elle ne pleurait pas. Elle ne clignait même pas des yeux. « Je nous prends des billets » a-t-elle dit. Le vol le plus tôt. Je ne reste pas ici une nuit de plus. J'ai hoché la tête. Bien. C'est bien. Elle s'est assise sur le lit avec son téléphone, cherchant des vols. Je me suis assis, les bras sur les genoux, essayant de respirer. C'était comme si je n'avais pas eu le temps de me débarrasser du sel de l'océan avant d'être frappé par une autre vague. On n'a pas beaucoup parlé pendant la demi-heure suivante. Juste des phrases courtes, murmurées. Il y avait un vol tôt le lendemain matin. Pas donné, mais on s'en fichait. Après avoir réservé, Camille m'a regardé et a dit « J'ai besoin d'un verre ». Moi aussi, ai-je répondu. On est allé dans un bar en bord de plage, pas loin du resort. Pas de toast. Pas de sourire. On a juste bu. Le premier verre est descendu vite. On en a pris un autre. Puis un autre. Les mots ont fini par sortir: amertume, incrédulité, colère. On a râlé, chacun son tour. Ça aidait de ne pas être seul. Il y avait un étrange réconfort à savoir que la trahison nous frappait tous les deux. On était en colère contre des personnes différentes, mais la blessure était la même. Je lui ai dit que je sentais Claire distante ces derniers temps, mais jamais à ce point. Camille a dit que Nicolas semblait froid depuis quelques semaines, mais elle pensait que c'était le stress du boulot. Raté. J'aurais dû le voir, a-t-elle murmuré, fixant son verre. Non, ai-je dit. On n'est pas censé s'attendre à ça. Pas de ceux en qui on a confiance. Elle a hoché la tête lentement, puis a demandé un autre verre. On est resté là un moment. Je ne sais plus combien de temps. On est rentré en silence. Aucun de nous n'a mentionné ce qu'on évitait, ni qui. Le resort semblait différent. Plus petit. Plus froid. Dans l'ascenseur, Camille a brisé le silence. Demain à la première heure, a-t-elle dit. On se casse d'ici. Première heure, ai-je confirmé. De retour dans la chambre, j'ai fait mes valises. C'était presque le matin. Claire était sur le lit, seule, silencieuse. Elle avait honte de parler. Moi aussi, j'étais silencieux. Puis je suis parti, m'arrêtant à la porte. Je me suis retourné et j'ai dit « Adieu, traîtresse ». J'ai entendu derrière moi « Attends ». Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis descendu attendre Camille. Elle m'a dit que Nicolas avait fait une scène à propos de son départ. Il s'était excusé. Elle ne lui avait pas pardonné. On est allé à l'aéroport et on a pris l'avion, laissant nos conjoints infidèles finir leurs vacances. On a atterri à Dijon vers midi. L'air sentait la pluie et les gaz d'échappement. C'était à des années-lumière du sable blanc et des cocktails à la noix de coco, et j'en étais soulagé. Je voulais de la distance.
Dans la voiture, on n'a pas beaucoup parlé. Camille regardait par la fenêtre, son téléphone sur les genoux comme s'il vibrait, même s'il était silencieux. Je voyais sa mâchoire se crisper par moments. Je connaissais ce sentiment. En arrivant, Camille est venue chez moi. J'ai déverrouillé la porte, posé mon sac dans l'entrée et suis allé directement au tiroir de la cuisine où je gardais les clés de rechange. J'ai pris le boîtier où étaient celles de Claire et les jeté dans la poubelle du garage. J'ai transféré tout l'argent des comptes communs sur le mien, puis j'ai bloqué les comptes. Toutes les cartes de crédit. Ensuite, le coffre-fort dans le placard. J'en ai sorti notre certificat de mariage, l'acte de propriété, le titre de la voiture, les assurances, tout. Je les ai étalés sur la table comme une carte de guerre. J'ai appelé mon avocat, Marc. Le même qui m'avait aidé à lancer mon entreprise. Ce type ne scie jamais. Je lui ai raconté. Il n'a pas posé de questions. Il a dit qu'il préparait les papiers immédiatement. Camille était dans le salon, recroquevillée dans un coin du canapé comme une statue. Elle ne parlait pas beaucoup, hochait juste la tête quand je lui demandais si elle allait bien. Sa voix était tendue quand elle a enfin parlé, « J'appelle mon avocat ». Elle s'est levée et a fait les 100 pas en parlant au téléphone, les mots secs et rapides. Je n'entendais pas tout, mais j'ai capté des bribes. Conditions. Violation. Clause. Le nom de Nicolas, dit sans émotion. Quand elle a raccroché, elle a dit « J'ai un contrat de mariage ». Clause d'infidélité. Il n'aura rien. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai hoché la tête. Tu veux rester ici un moment? Elle a regardé autour d'elle, comme si les murs tournaient. Juste quelques jours. Le temps de m'organiser. J'ai montré la chambre d'amis. Des draps propres. Merci, a-t-elle dit, la voix fine. Ce soir-là, j'ai commencé à emballer les affaires de Claire. Pas question d'attendre. Le placard d'abord. Robe, pull, chaussures qu'elle n'avait pas portées depuis des mois. Je n'ai rien plié, juste tout fourré dans des sacs poubelles que j'ai laissés près de la porte. Ses affaires de maquillage et de coiffure sont allées dans une boîte. Les bijoux aussi. Tout ce qui portait son odeur ou ses traces, je ne voulais plus le voir. Camille m'a aidé avec la cuisine. Elle a trié les mugs et les couverts, mettant de côté ce que Claire avait acheté ou revendiqué. On parlait peu, mais on allait vite. Le travail occupait nos mains. Nos têtes étaient déjà pleines. Puis Camille est allée chez elle récupérer ses affaires. À minuit, la maison était silencieuse. Les sacs de Claire étaient sur le perron. Camille était dans la chambre d'amis, porte fermée, sans un mot. Je me suis assis sur le canapé, seul, télé éteinte, lumière tamisée. Les messages ont commencé à arriver vers 2 heures du matin. Le numéro de Claire. D'abord un appel manqué. Puis un texto. On peut parler? S'il te plaît. 10 minutes plus tard, un autre. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Puis un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. J'ai fixé la notification un moment. Les 3 petits points sont réapparus. Un autre message. C'était une erreur. J'ai déconné. Je veux juste te parler. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé face contre la table. Le lendemain, je n'ai pas répondu. Ni aux 10 appels manqués, ni à la flopée de textos. J'en avais fini. Rien de ce qu'elle pourrait dire n'effacerait ce que j'avais vu. Rien n'expliquerait comment elle s'était retrouvée dans ce lit d'hôtel avec un mec qui vivait en face de chez nous. Un mec qui mangeait à notre table. Quelques jours plus tard, Claire et Nicolas sont rentrés de Guadeloupe. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Camille m'a dit le lendemain matin qu'elle avait entendu des voix et vu quelqu'un essayer d'ouvrir notre porte. Claire. Elle avait dû essayer sa vieille clé. Ça n'avait pas marché. J'avais déjà changé les serrures. Elle est restée en face, avec Nicolas. Je ne les ai pas vus, et je m'en fichais. Pendant 4 jours, je ne les ai pas vus. Pas un regard. Ni par les stores, ni en sortant les poubelles, ni même une voiture entrant ou sortant de leur allée. J'évitais Claire et Nicolas exprès. Je savais qu'ils étaient là où ils devaient l'être. Claire avait essayé de forcer la porte la première nuit de leur retour. La serrure était rayée autour quand je l'ai vérifiée le lendemain matin, comme si quelqu'un avait forcé une clé qui ne marchait pas. Elle n'était pas entrée.
Camille l'avait entendu. Elle m'a dit s'être réveillée vers minuit à cause d'un bruit à la porte, puis avoir vu une silhouette traverser le jardin et disparaître dans le noir. Aucun de nous n'est sorti. On savait qui c'était. À ce stade, on fonctionnait à l'adrénaline et à l'engourdissement. On passait nos journées séparément où elle travaillait sur son ordinateur à la table de la cuisine, écouteurs vissés, concentré. Moi, j'enchaînais les chantiers et les appels. Le soir, on partageait l'espace, mais on parlait peu, sauf nécessité. Le silence aidait. Ça me donnait un espace pour réfléchir, me recentrer. Au bout du 4e jour, j'étais prêt. J'ai récupéré les dossiers de mon avocat aux 2 chemises Kraft, bien étiquetés, fermés par des clips, les documents nets et précis. Mon nom sur l'une, celui de Camille sur l'autre. À l'intérieur, le début d'une nouvelle réalité. Une rupture légale. Pas une mission de sauvetage, pas un point de départ pour discuter. Juste des faits. C'était une soirée froide et grise. Je suis allé en face, les 2 dossiers sous le bras, main ferme, pouls calme. Leur lumière de Porsche était allumée. J'entendais une télé à travers la fenêtre, mais pas de voix. Je me suis arrêté sur le paillasson et j'ai posé les dossiers doucement, côte à côte. Pas de drame, pas d'agressivité ou juste posé. Un pour Claire. Un pour Nicolas. J'ai sonné une fois. La sonnette a émis un carillon doux, trop joyeux. Je n'ai pas attendu. Je suis rentré chez moi, le gravier crissant sous mes bottes. Je ne me suis pas retourné. À l'intérieur, je n'ai rien dit à Camille. J'ai juste accroché mon manteau et me suis assis à la table de la cuisine. Elle m'a jeté un regard, mais n'a pas posé de questions. Son visage disait qu'elle savait. Cette nuit-là était calme. Pas d'appel. Pas de coup à la porte. Juste le ronronnement du chauffage et le craquement occasionnel du bois dans la maison. Mais le lendemain matin, notre voisine, Madeleine ou une dame âgée, vive comme tout, sortait chercher son journal et m'a fait signe. Je ne m'attendais pas à parler, mais elle a lâché direct. J'ai vu ta femme ici hier soir. Elle a encore essayé d'entrer. Elle a frappé plusieurs fois. Elle semblait bouleversée. J'ai hoché la tête. Elle n'habite plus ici. Je m'en doutais. Elle a fait les 100 pas dans le jardin un moment. Nicolas n'est pas sorti. Mais je l'ai vu plus tard par la fenêtre, assis dans l'escalier, la tête dans les mains. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. J'ai esquissé un sourire poli. Merci de me l'avoir dit. J'ai continué ma journée comme d'habitude. J'ai préparé le dîner ce soir-là au poulet grillé et pommes de terre rôties. Camille est sortie de sa chambre quand c'était prêt. On a mangé ensemble, presque sans parler, mais il y avait du réconfort dans ce rythme. Une familiarité, même nouvelle. Le silence ne me dérangeait pas. Ça me laissait respirer. Et pour la première fois en jours, j'ai dormi d'une traite. Ce qui est étrange quand tout explose, c'est le silence qui suit. Pas de grand final. Pas de feu d'artifice. Pas d'adieu dramatique. Juste le silence. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Pas en grand. Juste des petites choses qui se mettaient en place. Camille et moi avons trouvé un rythme. On n'en parlait pas. Ça s'est fait, c'est tout. Elle préparait le café tous les matins, à 7 heures pile. Peu importe le jour. J'entendais la machine démarrer, son glouglou discret, et quand j'arrivais dans la cuisine, elle avait déjà versé 2 tasses au noir pour moi, avec un peu de lait d'avoine pour elle. On ne parlait pas beaucoup au petit déjeuner, juste des conversations légères. Le soir, on cuisinait ensemble. Des plats simples au poulet grillé, légumes rôtis, pâtes avec trop d'ail. Une fois, elle a fait une daube provençale, une recette de sa grand-mère, et je lui ai dit que ça me rappelait les plats du dimanche de ma mère. Elle a souri, un sourire sincère, et l'espace d'un instant, l'atmosphère semblait plus légère. On riait parfois. Ça m'a surpris le plus. Pas des éclats de rire, mais des petits rires rapides, qui surgissaient de nulle part. Elle travaillait de la maison la plupart du temps. Son ordinateur était pratiquement collé à la table de la salle à manger. Elle mettait ses écouteurs et se plongeait dans un projet de design, marmonnant parfois sur les polices ou les couleurs. Je restais à distance, mais parfois elle me demandait mon avis. Je donnais mon opinion, même si je n'y connaissais rien. Elle hochait la tête et disait « ça aide », même quand je savais que non.
Moi, je me jetais dans le travail. Être sur les chantiers, manier le marteau, mesurer des planches, sentir le poids des choses dans mes mains, ça me vidait la tête comme aucune conversation ne pouvait le faire. La nuit, chacun regagnait son coin de la maison. Moi dans ma chambre, elle dans la chambre d'amis. Je l'entendais parfois au bouger, regarder quelque chose sur son téléphone, tousser ou rire doucement à travers le mur. Ça ne me dérangeait pas. Ça me rappelait juste que je n'étais pas seul. Les voisins restaient à distance. Personne ne posait de questions. Ils avaient dû entendre des bribes. Madeleine avait probablement raconté ce qu'elle avait vu. Les nouvelles vont vite dans une rue comme la nôtre. Un après-midi, en déchargeant des planches dans le garage, mon pote Luc s'est arrêté en camion et a passé la tête par la fenêtre. « J'ai entendu que ta femme est chez ses parents », a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. « Vraiment ?» Il a hoché la tête. Ma cousine bosse avec sa mère. Elle dit que Claire dort dans la chambre d'amis depuis une semaine. Elle pleure beaucoup. Sa mère essaie de la sortir du lit. Son père ne lui parle même pas. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Juste continuer à ranger les planches. Apparemment, Nicolas n'en pouvait plus, ai-je pensé. Ça m'a fait un effet étrange. Je n'avais pas vraiment réfléchi à ce qui se passait en face. J'ai remercié Luc pour l'info et repris le travail. Ce soir-là, après le dîner, j'en ai parlé à Camille. Sans insister. J'ai entendu que Claire est partie. Chez ses parents. Camille n'a pas scié. Elle a rincé une assiette, l'a essuyée et rangée. Elle a toujours détesté cette maison, a-t-elle dit. J'ai souri. Plus que vivre avec Nicolas. Ça l'a fait rire. Un rire sec, mais vrai. Apparemment, a-t-elle répondu. On n'a plus parlé d'eux après ça. Pas besoin. Ils avaient fait leur choix. Leur merdier, ils l'avaient créé ensemble. Je ne cherchais pas la vengeance. Je n'étais plus en colère comme avant. Le calme, la routine, avaient apaisé le feu dans ma poitrine. Si quoi que ce soit, j'avais presque pitié de Nicolas. Pas parce que je lui pardonnais. Mais parce que je savais comment était Claire quand les choses n'allaient pas dans son sens. Presque pitié. Presque. Et puis est venu le procès. Je portais ma meilleure chemise bleue, celle réservée aux réunions importantes ou aux dîners de fête. La salle d'audience n'était pas pleine. Quelques personnes attendaient leur tour devant le juge, des greffiers triaient des papiers, et nous. Claire était assise 3 rangs derrière, avec un avocat que je n'avais jamais vu. Elle portait une robe bleu marine et des escarpins, les mêmes qu'elle mettait pour mes soirées d'entreprise quand on jouait encore au couple parfait. Elle n'a pas croisé mon regard quand je suis entré. Mon avocat, Marc, était déjà là, feuilletant des documents comme s'il avait fait ça 1000 fois, ce qui était le cas. Calme, solide, impassible. C'est pour ça que je l'avais engagé. Il n'était pas là pour parler de sentiments. Il était là pour protéger ce que j'avais construit. Le juge est entré, et ça a commencé. Ça n'a pas duré longtemps. On avait tout au chaque compte, chaque acte, chaque reçu. La maison? À moi. Le terrain? Acheté avec mon argent. Les voitures? À mon nom. Et puis il y avait la vidéo de Camille. Je ne voulais pas l'utiliser au début. Ça me semblait sale. Mais Marc a insisté. Ce n'est pas de la vengeance, m'a-t-il dit. C'est une preuve. Et elle l'a donnée volontairement. Alors on l'a présentée. Le juge n'a presque pas réagi en la regardant. Juste une journée de travail pour elle, j'imagine. Mais j'ai vu Claire s'enfoncer dans son siège quand la vidéo a été diffusée. Je n'ai pas détourné les yeux. Je voulais que ça la hante comme ça m'avait hanté depuis cet après-midi en Guadeloupe. Claire n'a pas protesté. Son avocat a essayé de contourner, disant que c'était un « moment de confusion » et qu'elle avait « montré des remords depuis ». Je n'ai pas dit un mot. Marc a tout géré. Fait, date, document. À la fin, le juge a rendu son verdict. La maison me revenait. Pas de part dans l'entreprise. Pas de droit sur les comptes bancaires. Claire n'a rien eu. C'était clinique. Rapide. Mais définitif. Après, elle m'a approché dans le couloir du tribunal. Ses talons claquaient sur le carrelage, lent et hésitant. « Mathieu » a-t-elle dit. Je l'ai regardé.
Ses yeux étaient rouges. Elle a ouvert la bouche comme pour dire autre chose, mais rien n'est sorti. Puis enfin, je suis désolé. Je l'ai fixé une seconde. Moi aussi, ai-je dit. Et je suis parti. Je ne me suis pas arrêté pour voir si elle me regardait partir. Je m'en fichais. Ce chapitre était clos. Le procès de Camille a eu lieu une semaine plus tard, même tribunal, même juge. Elle m'a demandé de l'accompagner, et je l'ai fait. Je suis resté derrière elle, silencieux mais présent. Elle portait un tailleur noir, comme si elle allait diriger une réunion. Nicolas est arrivé seul. Sans avocat. Juste un dossier sous le bras et un visage qui disait qu'il ne dormait plus beaucoup. Son contrat de mariage était en béton. Elle l'avait rédigé avec son oncle avant leur fiançailles en malin. La clause d'infidélité était claire. Pas d'échappatoire. Marc la représentait aussi. Il était aussi incisif pour elle que pour moi. Elle a tout eu. La maison, les meubles, sa voiture, et tout le solde de leur compte commun. Nicolas n'a pas lutté. Il est resté tête baissée presque tout le temps. Quand le juge a rendu son verdict, il a hoché la tête, comme s'il savait déjà. Après l'audience, j'ai accompagné Camille au parking. On n'a pas beaucoup parlé. La matinée avait été longue. Elle a pris une grande inspiration en arrivant à sa voiture. « C'est fini » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. C'est fini. C'était une de ces journées où on a envie de rester chez soi à ne rien faire, mais on était là, deux personnes libérées de ceux qui avaient déchiré nos vies. Je crois qu'il emménage chez son pote, Thomas, a-t-elle dit après un moment. Je l'ai vu faire ses cartons hier soir. Ça t'intéresse, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non. Juste pathétique. C'était fini. On était libre. Après le procès, Camille et moi sommes rentrés chez moi. Elle a commencé à préparer ses affaires pour retourner chez elle. Mais quelque chose s'est déclenché en moi. On s'était tellement rapprochés, je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Alors je lui ai demandé d'emménager avec moi. Elle a hésité, puis accepté. Elle m'a regardé et a dit, « Tu trouves ça bizarre ?» Je savais ce qu'elle voulait dire. Bizarre? Oui. Mais, bien aussi. Elle a hoché la tête. J'aime bien le bien. Et on a commencé à vivre ensemble. Oubliant les trahisons ensemble. On passait beaucoup de temps ensemble et, petit à petit, on est tombés fous amoureux l'un de l'autre. 3 mois plus tard, on s'est mariés. Juste nous et quelques amis proches. Pas de smoking. Pas d'allée. Juste des chaises pliantes en demi-cercle sous des guirlandes lumineuses et 2 personnes qui s'étaient déjà vues au pire. Je portais une chemise blanche et un jean. Elle portait une robe bleu pâle avec un motif de feuilles. Ses cheveux étaient détachés. Elle a ri pendant les vœux quand elle a dit « Je promets de ne pas ramener de voisins à la maison ». J'ai ri aussi. Après la cérémonie, on a dansé pieds nus sur l'herbe sur une vieille chanson de Brel depuis une enceinte Bluetooth. Ce n'était pas prévu, et peut-être que c'est pour ça que c'était si parfait. Rien de forcé. Rien de faux. Juste 2 personnes qui pouvaient enfin respirer. Quelques semaines après le mariage, on a mis sa maison en vente. On a utilisé l'argent, ajouté à mes économies, pour acheter une maison au bord du lac d'Annecy. La première fois qu'on a vu un orage arriver sur le lac, Camille m'a regardé et a dit « Je veux élever une famille ici ». Je n'ai rien dit. Juste hoché la tête et passé un bras autour de ses épaules. On avait plein de photos, elle était active sur les réseaux. Je suis sûr que Claire et Nicolas ont tout vu en ligne et que la jalousie les rongeait. On l'avait fait, et eux étaient restés sur le carreau. 2 ans plus tard, on a eu un fils. Il s'appelle Léo. Il a les yeux sombres de Camille et son calme posé. Il a 2 ans maintenant. Il aime s'asseoir dans la terre et ramasser des cailloux. Il les aligne, puis recommence s'ils ne sont pas parfaits. Il m'appelle, PA, et court vers moi quand je rentre des chantiers, bras tendus comme si j'étais la seule chose qu'il attendait. Je n'ai jamais ressenti ça pas même de loin. Camille est incroyable avec lui. Elle lui lit une histoire tous les soirs, même si c'est le même livre que la veille. Notre maison n'est pas parfaite. Mais il y a une paix ici que je ne pensais plus ressentir. Quant à Claire et Nicolas? Je ne sais pas. Je m'en fous. J'ai entendu des rumeurs par le bouche à oreille.
Quelqu'un a dit que Claire avait essayé de repartir de zéro dans une autre ville. Un autre a dit que Nicolas avait emménagé avec un collègue, puis déménagé quelques mois plus tard. Peut-être vrai. Peut-être des bêtises. Peu importe. Ce chapitre s'est fermé le jour où je suis sorti de cette chambre d'hôtel. Ce qui leur est arrivé ensuite, ce n'est pas mon histoire. Parce que de là où je suis maintenant sur ce perron, avec mon fils qui jette des cailloux dans le lac et ma femme qui rit depuis la fenêtre de la cuisine, j'ai tout ce que je ne savais pas qu'il me manquait. Et je n'échangerai pas une seconde de ça pour rien au monde. Partagez vos réflexions dans les commentaires, que feriez-vous si vous entriez dans cette chambre d'hôtel? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.